On poursuit notre étude de la librairie jQuery et nous allons maintenant nous intéresser à la manière de sélectionner des nœuds dans le document pour leur appliquer des traitements quelconques. Alors, comme nous avons commencé à le faire, nous allons utiliser le support de cours qu'on retrouve sur le site cours.fr. On va dans la section développement web et donc vous retrouvez à ce niveau-là le support sur la mise en œuvre de jQuery. On en était au second chapitre, donc l'étude des sélecteurs jQuery. Donc avant de vous montrer les différentes possibilités qui nous sont offertes, je voudrais revenir sur les fondamentaux en termes de JavaScript. Alors, pour localiser un tag, c'est vrai qu'il existe une possibilité, c'est d'utiliser le nom de la variable qui correspond à l'ID du tag que vous avez donné. Je m'explique. Je reprends un petit exemple. Je vais copier-coller ici le Hello jQuery et je vais l'appeler Query. Query test. Parfait. Je vais commenter les bouts de code qui sont ici. Je vais juste garder le ready que nous avons vu dans le tuto précédent qui nous permet de réagir au chargement de la page. Et donc ici, la question c'est qu'est-ce qui se passe si je fais console.log de myTitle. Alors effectivement, on a bien un tag dans le document qui a pour ID myTitle. Ici, je cherche y accéder directement sans même faire ni de sélection jQuery, ni même un getElementById. La question c'est est-ce que ça marche? Regardez, j'ai sauvegardé ma page, je fais bouton droit Open with et je l'ouvre dans mon browser. Pour rappel, si vous souhaitez à ce niveau-là qu'on ouvre un nouveau navigateur afin de pouvoir profiter notamment de la console, il faut préalablement aller dans le menu Windows, au niveau de Web Browser, et prendre soin de ne pas choisir le Internal Web Browser. Sans quoi, vous n'aurez pas la console. Donc pour ma part, j'ai pris Chrome, donc je peux ouvrir mon document. Regardez, je réappuie sur F12, qui me permet donc d'avoir la console. Et donc ici, ce qu'on constate, c'est que ça marche. J'ai bien récupéré un tag directement par son nom. Alors, cette possibilité, elle existe, c'est ce qu'on appelle un accès nommé. Par contre, il faut savoir que la spécification HTML 5.2 ne recommande pas cette solution. D'accord ? Ça existe, c'est une histoire de compatibilité avec les versions précédentes des standards web, sauf qu'aujourd'hui, le W3C vous dit qu'il vaudrait mieux éviter d'utiliser cette solution et préférer utiliser soit getElementById, soit document.querySelector. Donc c'est ce que j'avais fait. Si on reprend les exemples précédents, j'avais réellement cherché à manipuler mon nœud en faisant un getElementById, en tout cas dans cet exemple. Très bien, donc ça, c'est vrai, ça marche, mais il vaudrait mieux voir de l'éviter. Donc je vais l'effacer et je ne vais plus à partir de maintenant y faire référence, même si pour certains navigateurs ça marche. À savoir, il y a certains navigateurs chez lesquels cette possibilité-là ne fonctionne pas. Donc du coup, vous ne pourrez pas avoir de code portable. Donc on va oublier cette solution. Donc ça, c'était juste pour vous dire, oubliez-la. Maintenant, en JavaScript, on a donc différents moyens pour pouvoir sélectionner un élément. Alors, la solution la plus basique, on l'avait déjà testé, c'est de faire un getElementById. Je fixe mon identifiant unique en paramètre et normalement, ça me retourne directement un pointeur sur le nœud du document. Très bien. On aurait pu travailler différemment. On aurait pu travailler avec deux méthodes, soit querySelector, soit querySelectorAll. C'est une autre méthode qui existe. querySelector envoie le premier nœud qui match avec le sélecteur que vous avez fourni ici. querySelectorAll renvoie la collection de tous les nœuds qu'il a pu trouver. Bon, clairement, pour un ID, normalement, vous en récupérez qu'un seul. Alors, il faut savoir que ces méthodes-là font partie de la spécification DOM4 qui vient avec HTML5. Avant, ça n'existait pas. Donc avant, comment on faisait? Avant, on choisissait soit getElementById, soit si on voulait sélectionner à partir d'un sélecteur CSS, on utilisait jQuery avec le $. Bon, c'est vrai que maintenant, il y a la dualité des possibilités. C'est-à-dire que cette possibilité a été jugée comme étant relativement intéressante et réintégrée directement au niveau de JavaScript. Le petit changement malgré tout, c'est qu'ils n'ont pas récupéré la fonction $, dans le DOM classique et traditionnel, et ils ont préféré faire comme c'était fait jusqu'à présent, à savoir utiliser des noms de méthodes relativement explicites. Ici, querySelector. Je passe un sélecteur CSS, ça me renvoie mes éléments. Alors,
effectivement, vous avez deux méthodes, soit celle qui renvoie le premier, soit celle qui renvoie l'ensemble des éléments que vous avez sélectionnés. On a le choix. Par contre, c'est vrai que par rapport à jQuery, il y a une petite différence. jQuery, on n'a qu'une seule méthode. Et cette méthode, en gros, elle ressemble plutôt à Query Selector All. Elles sont très proches l'une de l'autre. C'est-à-dire que dans les deux cas, que ce soit Query Selector All ou que ce soit le $, ce qu'on récupère, c'est une collection. Ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est qu'on ne va pas forcément récupérer un objet, mais bien une collection. Alors ça, je voudrais essayer de vous le prouver avant d'aller plus loin. Regardez, je reprends donc les exemples qu'on avait mis en œuvre sur les exemples, sur l'exemple précédent. Alors j'avais oublié de changer de fichier, c'est ce que je vais faire de suite. Je vais éditer Query Test en mode HTML. Très bien. Donc je récupère ici un var node. Ça me récupère normalement mon titre. Sur ce titre, je fais un inner HTML égale yes. Donc est-ce qu'on arrive bien à modifier le contenu du nœud? C'est myTitle. Alors j'ai un petit souci, j'ai dû faire une petite bêtise quelque part. Inner HTML. Ah oui, mais c'est normal. J'affiche toujours l'autre document. Je ne sais pas si vous avez vu ici, je suis sur Hello jQuery. Donc bien entendu, je fais un OpenWiv en tant que web browser et donc effectivement cette fois-ci tout fonctionne correctement. Donc là on a bien récupéré le nœud. En gros, inner HTML, c'est un attribut qui est spécifié par le DOM. Donc, on y a accès. Maintenant, regardez. Je fais var, allez, je vais mettre sélection, parce que je ne sais pas trop ce que je vais récupérer, on fait des tests. Et donc, je vais dire que ma sélection, c'est ça. Et là, je vais faire sélection.innerHTML égale yes. Je vais commenter ces deux lignes-là. Et pour être sûr d'être sur cette version-là, allez, yes 2. Regardez, je réactualise. Et ça ne marche pas. Alors pourquoi ça ne marche pas? Pour le comprendre, ce qu'il faut, c'est afficher la sélection. Donc je vais commenter ça quelques instants. Et donc on va faire un console.log de la sélection. Je réaffiche ma console, et ce qu'on voit, c'est qu'on a un objet JavaScript. Cet objet JavaScript, alors c'est pas évident de le déterminer comme ça ici, mais c'est une collection. On le voit notamment de par le fait qu'il y a un lint à ce niveau-là, et c'est vrai que si on déroule ici, on retrouve des choses qui nous rappellent qu'a priori on a une collection. Donc on a bien une collection de un nœud. Donc du coup, quand tout à l'heure, sur le tuto précédent, on faisait des textes, on invoquait cette méthode sur l'ensemble des nœuds qui étaient dans la sélection. Cette méthode, au final, elle va faire un inner HTML égal. Sauf qu'avant, elle va faire un parcours sur l'intégralité des éléments de la collection. Regardez, si je veux, ce que je peux faire, c'est faire un parcours explicite de la collection. For var i égale 0, i inférieur à sélection.lint. Bon, on sait que de toute façon, on n'a qu'un seul et unique élément dans cet exemple-là. I++. Et là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire sélection.get de 0. Ça me renvoie l'élément à la position 0. Je peux mettre n'importe quel indice du moment que l'élément existe, bien entendu. Là, j'ai récupéré un élément du DOM. Donc maintenant, je peux faire un inner HTML. Le inner HTML, il n'est pas présent sur la sélection, il est présent sur un élément de la sélection. Si là, je fais un yes3, cette fois-ci, ça marche. C'est exactement ce que fait le texte à ce niveau-là. Il va parcourir l'intégralité des éléments de la sélection et sortir les éléments un à un. Bon, si vous étiez certain de n'avoir qu'un seul élément, ce qui est mon cas, ici, on avait directement le dièse, c'est vrai que du coup, ce que j'aurais pu faire, c'était simplement un $myTitle, .get de 0, je sais que j'ai qu'un seul et unique élément, je suis sûr de l'avoir parce qu'a priori j'ai fait un copier-coller de mon ID, normalement il est là,
Et donc, pourquoi pas, je peux envisager directement faire un inner HTML égale IS4. J'ai bien réussi à modifier mon nœud. Si jamais je préfère utiliser jQuery, eh bien dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais invoquer la fonction que je vous avais proposée ici. À savoir, sur la sélection, je cherche pour chacun des éléments à changer le titre. Impeccable. Alors, il faut bien comprendre que ça peut être amené à traiter plusieurs éléments. Regardez, ici, je vais définir différents tags. Je vais faire un premier paragraphe. Je vais l'appeler First Paragraph. Voilà, parfait. Du coup, je vais copier ce paragraphe. J'aurai un second paragraphe et un troisième paragraphe. Maintenant, je vais revoir légèrement ma sélection. Au lieu de choisir quelque chose à partir du nom de l'ID du tag, ce que je vais faire ici, je vais utiliser le nom du tag. Et donc ici, paragraphe, change. Regardez, on va commenter cette ligne. On va réactualiser le document. On a bien nos trois paragraphes, first paragraph, second et third. Maintenant, je demande à changer le contenu de chacun de ces paragraphes-là. On a bien changé les trois paragraphes. On a bien travaillé sur l'ensemble des éléments qui ont été sélectionnés par la fonction $. Donc après, tout dépend de ce que vous allez mettre ici. Donc on est d'accord, hein, il y a quand même des petites nuances par rapport à ce qu'on a au niveau d'un DOM traditionnel. Bon, on avait bien entendu un getElementById qui renvoyait un élément, on a querySelector qui renvoie un élément d'après un sélecteur CSS, et on avait querySelectorAll qui renvoie une collection. Eh bien, la fonction $, de jQuery est très fortement comparable à querySelectorAll. Il y a néanmoins quelques petites subtilités, hein, quelques petites différences, on pourra y revenir un petit peu plus tard. Je rappelle aussi, hein, au cas où un jour vous développiez en pur JavaScript DOM, querySelector, hein, il faut avoir un navigateur moderne, hein, il faut supporter DOM 4. Si jamais on est compatible DOM 3, ce qui était le cas des vieux navigateurs, ça ne fonctionnera pas. Très bien. Donc à partir de là, maintenant, sur une sélection, vous avez des méthodes qui nous sont proposées. Alors vous vous rappelez, hein, sur le tuto précédent, je vous ai montré comment rajouter un plugin à Eclipse, c'était le plugin Tern. Je vous avais dit, ce plugin-là, l'avantage, c'est qu'il est capable de vous afficher pas mal d'informations, pas mal d'aides lorsque vous allez taper du code JavaScript. Regardez, là j'ai fait un $ de P, point. Si je fais CTRL espace à ce niveau-là, vous avez vu, il connaît la librairie jQuery et me propose tout ce que jQuery met à ma disposition. Donc ici, regardez, là on est déjà dans les A. Puis vous voyez, il y a d'autres méthodes, B, C, D, et ainsi de suite. Alors, je vous rassure, je ne vais pas vous noyer en vous listant une par une chacune des méthodes existantes. Ce n'est pas mon objectif. Ce que je veux, c'est y aller progressivement et vous montrer au fur et à mesure les possibilités. Donc, on va commencer par les choses vraiment classiques et standards, hein, le b.a.-ba. Et donc, je voulais insister, bien entendu, sur la méthode texte. Donc, on la connaît, elle permet de changer le texte contenu à l'intérieur d'un tag. Très bien. Je vous propose aussi la méthode attr. Bon, vous doutez, hein, attribute. Donc effectivement, ça permet de changer ou de consulter la valeur d'un attribut. On a aussi CSS, qu'on a testé dans le tuto précédent, qui nous permet d'appliquer un style à l'ensemble des éléments sélectionnés. Regardez, je vais par exemple refaire un test sur CSS. Pour rappel, CSS accepte un objet JavaScript. Donc on fait une paire d'accolades, accolade ouvrante, accolade fermante. Ça, c'est mon objet JavaScript. Et dedans, on met les clés qui correspondent à chacun des champs CSS qu'on veut changer. Là, je vais changer ma couleur et je vais dire que c'est green. Bon, du coup, je ne vais pas modifier le texte à l'intérieur des paragraphes. Je vais garder mes textes d'origine en tout cas. Et ce que je vais faire simplement, c'est changer la couleur. Donc tout est passé en vert.
J'aurais pu aussi rajouter un attribut. Regardez, quand je mets la souris au niveau de mes paragraphes, rien ne s'affiche, il n'y a pas d'infobulle. C'est-à-dire qu'au niveau du curseur de la souris, quand je reste inactif, il n'y a pas de petite fenêtre qui apparaît pour vous afficher un texte complémentaire. Ce texte complémentaire, c'est l'attribut attr. Ben regardez, excusez-moi, n'importe quoi, je vais l'utiliser avec attr, mais par contre, l'attribut, c'est title, autant pour moi. C'est la tooltip texte. Et donc ici, ben, je peux mettre un message quelconque. Bon, ben, encore une fois, on a placé une infobulle, on a placé un title sur chacun des éléments de la sélection. Donc on avait 3 paragraphes. Donc regardez, si je me mets sur le second paragraphe, j'ai bien mon infobulle qui apparaît. Si je me mets sur le premier, ben, c'est pareil. Idem pour le troisième. Très bien. Donc CSS change le style CSS. ATTR permet de modifier un attribut. Texte permet de changer le contenu textuel du tag. Alors à savoir, une de ces 3 possibilités qui est très utile, bah, c'est ATTR. Alors pourquoi? Parce que la plupart du temps, on ne va pas changer les styles CSS à l'unité. On ne va pas s'en sortir. Donc il est préférable de définir des classes de style CSS dans vos fichiers CSS. Et ici, simplement de changer l'attribut classe. L'attribut classique qu'on utilise ici pour définir une classe CSS. Bon, ben, si vous voulez, vous pouvez, par programmation sous une action X ou Y, ben, modifier la classe que vous allez appliquer à des éléments que vous aurez sélectionnés. Donc ça, c'est très pratique, je l'utilise à tour de bras, donc n'hésitez pas à en faire autant. Très bien. Il faut savoir une petite chose. Comme je vous ai montré, ces 3 fonctions travaillent sur l'ensemble. C'est-à-dire que quand on est en modification, ça envoie l'ensemble des modifications sur chacun des éléments. Ça envoie les modifications sur l'ensemble des éléments sélectionnés. Il faut savoir que quand vous utilisez un accès en lecture, là par contre, ça peut dépendre en fonction des fonctions. Si vous utilisez texte, il vous renverra la concaténation de tous les textes. Regardez, là je fais un var full message. C'est quoi? C'est un $2P sur lequel je récupère l'intégralité des textes. Bah, il va me générer une chaîne unique. À partir de là, cette chaîne, bah, je peux pourquoi pas l'afficher dans ma console. On vérifie. Non, je fais une petite bêtise quelque part. Full message égal. Très bien. Vous avez vu l'importance de la console. Si vous n'aviez pas l'habitude de l'ouvrir systématiquement, moi je vous conseille pendant les phases de développement de toujours l'avoir. Donc ici, on a bien une seule chaîne de caractères qui contient l'ensemble des 3 chaînes de caractères qui étaient contenues dans les 3 éléments qu'on avait sélectionnés. Maintenant, si jamais je demande à avoir un attribut, regardez par exemple ici, je vais mettre un title first, donc je mets une infobulle manuellement sur mes tags. Seconde et third. Voilà, et là, seconde. Donc parfait, donc j'ai bien 3 titles. Regardez, pour le moment je m'arrête là. Si je mets ma souris, on a bien nos titles. Maintenant, au lieu d'afficher le texte, ce que je vais faire, c'est afficher le contenu de l'attribut title. La question c'est OK, et là il me renvoie quoi? Je vais appeler ça résulte. Ben là vous voyez, il vous renvoie que la valeur du premier élément de la sélection. C'était compliqué là de renvoyer la fusion de tout, ça n'avait pas forcément de sens. Donc on part du principe que sur certaines de ces fonctions, si vous les invoquez pour récupérer des valeurs, ce que vous voulez c'est la valeur du premier élément. C'est que certainement vous avez travaillé avec un ID ou quelque chose qui s'y rapporte. D'accord, donc attention, en lecture, il peut y avoir des comportements un peu différents d'une méthode à une autre. Je réinsiste, le problème c'est que des méthodes, il y en a un certain nombre. Très bien. Alors à partir de là, vous pouvez mettre un sélecteur CSS. Donc des sélecteurs CSS, ça peut être sacrément complexe. Il y a tout un ensemble de règles qui peut être autorisé. Donc ici,
On utilise les LI qui seraient contenus dans un UL. Bon, ici, on récupère tous les textes. Je vais un petit peu adapter cet exemple-là, mais regardez. Je vais mettre une liste à puces ici, UL, avec un LI first, un LI seconde, et un dernier LI third. Allez, juste histoire de vous rappeler les choses. UL, c'est une liste à puces, hein. C'est une unordered list. UL, unordered list, en opposition aux OL, les ordered list. Ordered list, c'est les listes numérotées. Unordered list, les listes non numérotées. Les LI, ce sont les listes items. On retrouve des LI aussi bien dans un UL que dans un OL. Et je vais faire quelque chose qui n'a pas de sens. Normalement, là, Eclipse, je crois, va m'afficher un warning. Il aura raison. Mais c'est pas grave, je vais quand même le faire. Ici, je vais faire un LI et je vais mettre un forf. Un quatrième élément. Bon, il me dit bien ici qu'il y a un problème au niveau de la syntaxe HTML. Il y a des règles qui n'ont pas été respectées. Regardez, visuellement, ça donne quoi? Visuellement, ça donne les 3 premiers LI qui sont bien dans un UL, donc qui sont un petit peu décalés en retrait. Hein. Par contre, le quatrième est à ce niveau-là. Mais on voit que le LI a quand même été affiché. C'est un choix de la part du navigateur. On aurait pu imaginer qu'il ne l'affiche pas. Bon, ils l'ont affiché. Mais on n'est pas vraiment dans une liste. On a un élément de liste, mais flottant, tout seul. Bon, ça n'aurait pas dû arriver. Maintenant, regardez, je reviens ici. Et je vais utiliser CSS pour faire une mise en évidence de ce que je sélectionne. C'est-à-dire que là, ce que je veux, c'est sélectionner. Alors là, ici, les listes à puces. Maintenant, ici, je veux que les LI qui seraient contenus dans un UL. Si on y réfléchit, ces 3-là, ils sont bien contenus dans un UL. Donc normalement, ils devraient être sélectionnés. Lui étant en dehors d'un UL, normalement, il ne devrait pas être sélectionné. Regardez, pour vérifier ça, je vais faire un CSS. Et je vais remettre un petit objet rapide là pour visualiser ce que je sélectionne. Et donc, on va changer la caractéristique CSS Color et on va la mettre encore une fois à Red. Ça a l'avantage, le mérite d'être bien visible. Au moins, on voit ce qu'on modifie. Ah, j'ai une petite coquille ici. C'est un 2 points. Encore une fois, vous voyez, hein, il vous dit ici que la virgule n'était pas un caractère autorisé. Sans ça, j'aurais peut-être passé un petit peu plus de temps avant de voir mon erreur. Notez que ici, il vous dit bien que c'était en ligne 17, hein, que j'avais fait une petite bêtise. Bon, voilà, c'est corrigé. Donc regardez, les 3 LI contenus dans une liste à puces ont bien été sélectionnés par mon sélecteur. Celui-ci ne l'a pas été. Très bien. Donc la question maintenant, qu'est-ce qu'on a comme sélecteur? C'est là que ça se complique. Hein. On a vraiment énormément de possibilités. Alors ça se complique peut-être pas tant que ça, mais disons que c'est là que c'est un petit peu subtil. Il y a vraiment pas mal de possibilités qu'on va pouvoir considérer. Bon, ici, je vous faisais un petit clin d'œil sur le fait de rappeler CSS hein, pour pouvoir changer les éléments qu'on avait sélectionnés. Bon, pourquoi pas ici, je cherche à récupérer l'intégralité des tags input. Bon, c'est une démo qui est très proche de ce que je viens de vous montrer. Parfait. Ici, je reviens bien sur la notion de builder que je vous ai expliqué dans le tuto précédent. Hein. On utilise le design pattern builder, ce qui fait qu'on peut cascader les appels. Hein. Par rapport à l'exemple précédent, j'y reviens. Là, c'était pas évident, c'était pas très propre. Regardez ici, je sélectionne quoi? Les inputs. Pour trouver les inputs dans mon document, il doit scanner tout mon document, et donc notamment le body. En fonction de la complexité de ma page, ça va lui prendre un certain temps. Ce qui est dommage, c'est que ici, je refais exactement la même chose. Donc ça marche, il n'y a aucun souci, ça fonctionne. Pour autant, moi je vous préconise plutôt de dire, voilà, on va faire la sélection une fois pour toutes. Sur cette sélection, on utilise une méthode qui nous intéresse, et à savoir, la quasi-totalité des méthodes qui permettent de manipuler la sélection renvoient la sélection. Donc le résultat de $ de input à attr value click me, c'est la sélection des inputs. Donc dessus, vous voyez, il n'y a pas de point-virgule ici. Je recascade un appel à CSS. Je vous conseille vraiment d'utiliser cette syntaxe-là. Ici, je m'amuse, je ne vais peut-être pas le faire là, mais faites-moi confiance, mais testez-le malgré tout. Ici, là, j'utilise l'opérateur triple égal. Il permet de vérifier l'égalité de pointeurs, à proprement parler, qu'on ait bien très exactement la même instance. Bon, ce que je vérifie, c'est que ma collection, qui est le résultat de tous les inputs, quand j'aurai appelé dessus la fonction attr, le résultat de attr, je vérifie que ce soit bien col.
Je refais de même ici après l'appel à CSS. Je vous garantis que ces deux affichages-là renvoient true et true. Vous pouvez le tester pour vous en assurer. Donc, utilisez ces possibilités-là. Notez ici, ça c'est un exemple, je le passe rapidement, mais c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Là, on ne récupère que les valeurs du premier élément sélectionné. Très bien. Je passe tout ça. Ici, vous avez des méthodes qui vont travailler sur la sélection. Le get, on l'a vu, ça renvoie un élément dans la sélection, celui qui est à la position donnée. Vous avez deux autres méthodes importantes, on les retrouve sur la sélection. Regardez, je me remets ici. Je fais CTRL espace. Si vous descendez dans les C, vous devriez y retrouver children. Et un petit peu plus bas, vous devriez y retrouver find. Je ne devrais plus trop tarder à la voir. Et donc ici, on a la méthode find. Alors qu'est-ce que font ces méthodes? Ces méthodes, elles s'appliquent sur une sélection. Et sur une sélection, elles permettent de relancer une recherche avec un nouveau sélecteur, mais dans l'ensemble qu'on a initialement sélectionné. Ça permet de pouvoir resélectionner sur quelque chose qu'on a déjà filtré initialement. Alors pourquoi avoir deux méthodes? Il y a une différence fondamentale. Children, il retrouve des éléments, mais qui sont fils directs de de la sélection sur laquelle on a invoqué children. Donc il cherche les nœuds enfants directs, alors que find, il recherche récursivement tout ce qui correspond au deuxième sélecteur qui est ici. Regardez, je reviens sur cet exemple-là où je cherchais à mettre en couleur les LI qui étaient contenus dans des UL. Alors on pourrait imaginer qu'il y ait d'autres types de nœuds, on pourrait imaginer qu'ici on ait d'autres tags. Rien ne m'empêche de dire je vais d'abord faire une sélection sur les UL, et maintenant que j'ai sélectionné les UL, je veux les enfants directs, donc les tags au premier niveau dans UL, qui seraient quoi? Qui seraient des LI. Ces tags-là, cette sous-sélection, si vous voulez, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander à changer les caractéristiques CSS. Encore une fois, normalement, cet élément-là ne devrait pas être altéré par la modification. Regardez, je relance. Alors c'est vrai qu'on avait déjà cette couleur-là, donc on peut un petit peu changer les couleurs, voilà, et donc ça marche bien. On n'a bien que les trois premiers éléments qui ont été mis en sélection. Bon, c'est comme vous voulez. Là, on a vraiment testé deux approches. C'est soit j'ai un sélecteur qui donne la règle précise et qui va chercher des éléments contenus dans d'autres éléments, soit vous pouvez décomposer en fournissant plusieurs sélecteurs. Tout à l'heure, pour rappel, on avait cette règle-là. Ça, c'est un équivalent de find. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de, comment pourrais-je dire, de lien direct de filiation. Ça peut être un petit-fils ou un tag à un niveau quelconque. Si on veut que les tags fils, CSS dit qu'on met l'opérateur supérieur comme ça. Là, je ne veux que les LI qui sont directement fils de UL. Regardez, encore une fois, ce que je vais faire, c'est pas très propre. Normalement, il n'y a pas de notion de paragraphe à l'intérieur d'une liste à puces, mais je vais quand même le faire. Bon, notez que Eclipse me rattrape au vol et me dit que je suis en train de faire une bêtise. C'est pas grave, je m'entête. Regardez ici, je fais un LI, ça va être mon quatrième LI, je vais le déplacer, je vais le mettre ici. Voilà, comme ça, j'ai qu'un seul warning, c'est déjà suffisant. Et donc, si je reviens ici, on change aussi la couleur, pourquoi pas, cette fois-ci, on va être blue. Alors là, il y a un petit truc qui m'échappe. Normalement, j'aurais pas dû le sélectionner. Voilà, là, c'est normal. Donc là, logiquement, il recherche que les enfants directs. Ça, c'est bizarre. Normalement, il n'aurait pas dû... Non, c'était... Ça, c'est en désespoir de cause, mais c'est bien ce sélecteur-là qui m'intéresse. Là, je vais être franc, je ne sais pas trop pourquoi le forf a été sélectionné. Normalement, il n'aurait pas dû être pris en considération. Bon, je passe cet exemple-là parce que pour le moment, je suis dubitatif devant le résultat, mais normalement, il n'aurait pas dû être sélectionné. Je fais juste un dernier test qui me passe par la tête. C'est-à-dire que si là, je viens jouer au niveau CSS et que je dis pour les LI qui sont fils de UL, je mets une color à red. Donc là, c'est un peu la même chose, ce que je suis en train de faire, mais là, je le fais de manière statique, directement au niveau
d'une définition de style CSS dans la page. Tandis que là, c'est par code JavaScript jQuery. Alors c'est clair que là, c'était au chargement de la page, donc là, ça revient à peu près au même. Mais on aurait pu envisager utiliser des codes de ce type-là suite à des clics ou à des passages de souris en survol ou ce genre de choses-là. Dans tous les cas, vous pouvez définir l'état initial directement au niveau du style CSS. Donc je regardais, ouais là c'est bizarre, bon j'ai un petit souci sur ça. Bon c'est pas grave, je passe cette explication là pour le moment, j'y réfléchis au cas où. Peut-être que le P a été tout simplement supprimé. Comme il n'est pas censé être là, peut-être que le navigateur l'a enlevé. Bon je passe ça pour le moment, mais normalement ça fonctionne de cette manière là. Je vais faire un dernier test parce que je dis que je passe mais... je m'entête. Je pense que là, il a supprimé mon paragraphe. Comme il n'avait pas de sens à ce niveau-là, il a dû me l'enlever. Je vais faire un dernier test. Ici, je vais mettre un span. Un span, c'est une zone rectangulaire. D'accord ? Dans ce span, je vais y remettre un gras, un bold, et je vais mettre un mot. Très bien. Bon, on est d'accord. Ici, on a first word paragraph. J'ai bien ici mon tag B, mais qui est contenu dans un span. Et je vais donc retester ici avec ma règle, à savoir si je mets un P et que je veux colorier les bold à l'intérieur d'un P, j'ai bien mon Word qui est en rouge. Là, on est d'accord, c'est légal, il ne m'a rien supprimé. D'accord ? Maintenant, si je lui dis que je veux les B fils direct de paragraphe, là, on n'est plus en rouge. J'enlève le span, ce qui veut dire que mon tag bold devient un fils direct de mon tag P. Il redevient rouge. Donc ça, c'est la définition, hein. Soyons clairs, nets et précis. Par contre, ce que j'ignorais, ce que je viens de découvrir là en direct, c'est que dans le cas du UL, comme le paragraphe n'est pas censé être là, le navigateur a fait un choix particulier, c'est de supprimer le tag P. Donc le LI était directement dans le UL. Donc c'est pour ça qu'il était pris en considération avec la règle qui était ici. Bon, c'était un cas particulier, je me suis fait piéger sur ce cas particulier de LI, mais par contre là on voit bien que ça marche correctement. D'accord ? Donc ça, c'est fils direct. Si vous avez juste un espace, c'est un descendant quelconque. Ok. Au moins, les choses sont claires. On poursuit. Et donc, maintenant, ce qu'il va falloir voir, c'est comme je vous disais, les sélecteurs. Il y a donc tout un ensemble de sélecteurs qu'on a droit d'utiliser. Donc, il va falloir un petit peu les manipuler, apprendre à les manipuler. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé une liste de tous les sélecteurs supportés. Donc, ils vont arriver dans quelques instants. Voilà. Donc, il y en a qui sont un peu particuliers qu'on n'utilise pas couramment. Je vais être clair avec vous. Par contre, il y en a d'autres qui sont très très pratiques. Et contrairement à peut-être ce que vous pourriez vous dire, les deux premiers sont assez courants et assez classiques. Il faut comprendre, jQuery, c'est une surcouche à JavaScript et au DOM. On l'a vu tout à l'heure. Quand je fais une sélection, ce que je renvoie, c'est un tableau. Les méthodes de jQuery s'invoquent sur la sélection, sur l'ensemble des éléments sélectionnés. Il s'avère qu'il y a plein de méthodes très pratiques. Je vais vous en montrer un exemple concret. On a la méthode click. Regardez, je vais prendre tous mes paragraphes. Sur mes paragraphes, je veux associer un gestionnaire d'événements click. Si je clique sur l'un de ces paragraphes, j'exécuterai cette fonction. Que fera cette fonction ? This, c'est qui ? This, dans un gestionnaire d'événements, c'est le tag sur lequel on a déclenché l'événement. Donc ici, c'est le paragraphe sur lequel j'aurais cliqué. Ce paragraphe, je peux faire un inner HTML égale clicked. Pourquoi pas ? Là, j'ai fait ma modification en utilisant, comment pourrais-je dire, des fonctionnalités du DOM traditionnel. J'ai utilisé le inner HTML. Je reviens à ce niveau-là. On a donc bien nos trois paragraphes. Je clique sur ce paragraphe, il a été cliqué. Je clique sur le troisième, il a été cliqué. Donc ici, this, c'est l'objet sur lequel l'événement vient de survenir. Mon événement, c'est un clic. Pourquoi le $de this va être utile ?
Bah parce que ici, le nœud, ok, je le connais, il est déjà quelque part sélectionné. C'est le tag sur lequel j'ai cliqué, on le connaît. Mais si je veux utiliser dessus une fonction qui vient directement de la librairie jQuery, bah je ne peux pas. Les fonctions de la librairie jQuery s'appliquent à une sélection. Bah, si je veux le faire, bah, il me suffit de régénérer une sélection par rapport à l'élément en cours de sélection dans le gestionnaire d'événements considéré. Donc ça me renvoie une sélection jQuery. Et donc par exemple, bah, je peux lui dire de cacher ce tag. Donc là, quand je vais cliquer, bah, le tag va disparaître. Hide, hein, c'est une méthode qui me fait disparaître le tag. On en reparlera ultérieurement quand on verra les effets de style un petit peu sympathiques que la librairie nous fournit. Regardez, je clique sur un paragraphe. Vous avez vu, le paragraphe a disparu. Je clique sur third, il a disparu. Je clique sur le first, il a disparu aussi. Bah, si je veux pouvoir profiter de cette méthode, bah, il fallait que je régénère une sélection par-dessus mon tag this. Donc il s'avère que ça, dans les gestionnaires d'événements, si vous voulez tirer profit pleinement de la librairie jQuery, bah, c'est juste incontournable. Vous ne pourrez pas faire sans. Donc $ de un objet renvoie une sélection sur cet objet-là. Bon, bah, $document, c'est la même chose, hein, que ce soit $this ou $document ou $ de n'importe quel objet JavaScript, vous récupérez une sélection jQuery. Après, on a le $ de double guillemets étoile. Ça, c'est certainement moins important. Ça sélectionne quoi? Bah, étoile, c'est un joker. Ça vous renvoie l'intégralité des tags de votre page HTML. Bon, c'est rare qu'on ait besoin de travailler sur l'intégralité des tags. Bon, au cas où, sachez, ça marche très bien. Par contre, ce qui est peut-être plus utile, c'est de travailler sur tous les tags d'une nature particulière. Donc ici, je suis capable de sélectionner tous les paragraphes. C'est ce qu'on avait fait pour l'association des gestionnaires de clics. Ici, regardez, j'avais sélectionné tous les paragraphes et je leur ai associé un clic dessus. Je peux récupérer une sélection sur un élément unique d'après son nom, son ID. Alors attention à une petite chose, on me fait souvent remarquer que l'utilisation des ID c'est particulier. On vous dit partout qu'un ID est censé être unique. Par contre, si vous remettez 2 fois le même ID, il n'y a personne qui vous dira quoi que ce soit. C'est vrai, les navigateurs, du coup, ils ignorent les éléments suivants, ils ne considéreront que le premier élément. C'est pareil pour jQuery. Si vous faites un $ et que vous avez un dièse Toto et qu'il s'avère qu'il y a plusieurs éléments dans votre page web pour lesquels vous avez mis un ID égale Toto, seul le premier sera pris en considération. Bon, gardez en tête, normalement, vous ne devez pas dupliquer un ID, il doit être garanti comme étant unique, même s'il n'y a pas de contrôle de la part du navigateur. Bon, ici, c'est pour sélectionner tous les éléments qui sont basés sur une classe de style CSS particulière. Alors, il faut savoir que cette méthode, elle a été réintégrée, cette façon de faire, elle a été intégrée dans le DOM en level 4. Maintenant, on a document.getElementsByClassName. C'est l'équivalent de ce sélecteur-là. Regardez, je le fais juste une fois pour vous l'avoir montré. Si je fais un document.getElementsByClassName, vous voyez, il apparaît ici. Donc attention, ça c'est DOM level 4. C'est 4e niveau de DOM. Avant, ça n'existait pas. Parfait. Bon, là c'est un cas qui mixe cette possibilité-là et cette possibilité-là. C'est-à-dire que je veux tous les paragraphes qui possèdent cette classe intro. Alors ça peut quand même être utile parce que vous pourriez imaginer que votre classe intro, votre classe de style, elle soit appliquée à autre chose que les paragraphes. Si on avait utilisé la forme $ et juste le nom de la classe, on aurait tout sélectionné, quels que soient les tags. Là, je veux que les paragraphes qui possèdent cette classe. Pourquoi pas? Ça, on l'a vu tout à l'heure, c'est des liens A qui seraient contenus dans un paragraphe. Alors là, on est quel que soit le niveau de profondeur. Il n'y a pas de caractère, c'est juste un espace. Alors que si vous utilisez P supérieur A, là, c'est les A, fils direct des paragraphes. Il faut aussi noter qu'il y a une autre possibilité, je vous la montre, c'est de dire P, virgule, LI. C'est-à-dire que là, on a deux noms de tags, mais au milieu, on n'a pas ni un supérieur ni un espace. On a une virgule. Dans ce cas-là, ça veut dire « et ». Ça veut dire que je sélectionne les paragraphes et les éléments de liste, les listes items. Bon, dans ce cas-là,
j'ajoute un gestionnaire de clics sur l'intégralité de ces éléments-là. Regardez, je reviens sur ma page, j'ai toujours mes 3 paragraphes, hein, mais j'ai aussi les listes à puces. Je veux faire disparaître le second paragraphe, ben voilà qui est fait. Je veux faire disparaître le second élément de liste, ben voilà qui est fait aussi. Donc j'ai bien sélectionné tous mes paragraphes et tous mes éléments de liste. Donc très bien pour ça. Qu'est-ce qu'on a comme autre sélecteur? Ben après, vous en avez des un petit peu particuliers qui vous permettent de pouvoir sélectionner des parties de ce que vous considérez. Alors je m'explique. On peut imaginer qu'on ait 2 listes à puces. Regardez, je supprime ça. Je supprime ça, ça vient de l'ancien tuto. On n'en a plus besoin, ça me permet d'avoir un maximum de choses affichées à l'écran. Et je supprime mon style aussi qu'on avait mis pour le mot en gras au niveau de notre paragraphe tout à l'heure. Donc je me retrouve avec une liste. Ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre une deuxième de liste. Donc on a 2 listes à puces. La première, c'est les termes en anglais. La seconde, les termes, pourquoi pas, en français. Donc première, seconde et troisième. Alors là, je vais être obligé de faire une petite pause, une petite digression. Alors pourquoi? Parce que vous avez vu que là, il y a du orange. Mais attention, il n'y a pas d'icône particulière ici. Il faut bien distinguer ce orange-là du jaune qui est ici. Ça, c'est un warning. Ça veut dire que ça ne va pas, il faut changer quelque chose. Donc ça, je vous invite à tous les supprimer. Hein. Il faut qu'au final, il n'y ait plus aucun warning dans votre page HTML si vous souhaitez ne pas avoir de petits pièges. Par contre, là, c'est rien du tout. C'est simplement qu'il cherche des fois, Eclipse, à faire un petit peu trop de choses. Il fait des excès de zèle. Et donc là, il cherche à corriger les textes à l'intérieur de mes tags. C'est-à-dire qu'il essaye de faire de la correction syntaxique en langue humaine. Le problème, c'est que là, le dictionnaire qui est installé dans Eclipse par défaut, c'est un dictionnaire anglais. Donc third, second, first, il connaît. Première, il ne connaît pas. Bon, moi, là, j'ai envie de dire, certes, on pourrait rajouter un dictionnaire en français, mais je pense que c'est vraiment pas la bonne solution. Moi, j'ai envie de vous suggérer de supprimer la correction syntaxique en langue humaine, chacun son job. Que lui vérifie le code, c'est normal. Pour le français, je gère. Chacun son boulot. Et si vous ne le faites pas, si vous me rajoutez ici un dictionnaire français, le problème c'est que si on utilise des acronymes ou des choses comme ça qui ne seraient pas connues du dictionnaire, vous allez commencer à avoir du orange partout. Et le jour où vous aurez un vrai warning utile, vous ne le verrez plus. Donc moi je préfère qu'on supprime tous ces parasites et donc qu'on retire le spelling. Bon, regardez, je vais dans Windows Préférences, je vais dans Général, je vais dans Editors, Text Editors, Spelling. Et là, le spelling, il est bien gentil. Ok, il a un dictionnaire en anglais, c'est bien. Mais bon, j'en veux pas. Voilà. Là, je viens de complètement court-circuiter la correction syntaxique en langue humaine. Hein, et donc, Apply and Close. Voilà. Comme ça, les oranges ont disparu. Et maintenant, s'il y a de la couleur, c'est que j'ai fait des bêtises. Il faudra que je les corrige. Bon, digression terminée. C'était juste pour vous parler de ça. Maintenant, ce que je veux, c'est donc sélectionner les éléments de la liste. Donc regardez, je vais garder ça au cas où j'en aurai besoin tout à l'heure, pourquoi pas. Et puis je vais revenir ici à utiliser de la couleur. Donc qu'est-ce que je fais ici? Je fais un $. Ce que je veux, c'est les LI. Allez, les UL, LI. Donc je veux tous les LI contenus dans un UL. Alors on est bien d'accord, normalement des LI ne peuvent être que dans des UL, donc vous pourriez me dire ça c'est pas utile. Alors oui et non, vous allez voir que dans certains cas ça peut être pratique de le spécifier. Si là je fais un CSS et que je dis que je veux lui affecter un objet qui redéfinit une couleur, à savoir le rouge, pourquoi pas. Bon on est bien d'accord, on a nos 2 listes qui sont rouges. Jusque-là, rien de difficile. Maintenant, notez qu'on peut mettre des 2 points quelque chose derrière un sélecteur. Je peux mettre, pourquoi pas, un 2 points first, et vous voyez ici un 2 points first-child. Où est la différence? Regardez, 2 points first. Ce qui va être sélectionné va être mis en rouge. Donc, on vient de sélectionner uniquement
que le premier. C'est le premier élément qui est mis en sélection, quel que soit le nombre retenu et quels que soient les groupes d'éléments qu'il va considérer. Le problème, c'est qu'on a 2 UL, mais pour lui, il ne les a pas considérés. Si je veux tous les premiers de chaque groupe, c'est-à-dire de chaque bloc UL, ben je peux le faire. Alors, il faut que j'ai bien spécifié le UL ici, parce que c'est lui qui définit les groupes. Et puis là, je dis, je veux le premier enfant de chaque groupe. Regardez la nuance, elle est quand même importante. Là, ben pour chaque liste, j'ai colorisé le premier élément. C'est le genre de petite nuance qui est bien de connaître, parce que quand on maîtrise bien tout ça, c'est ce qui nous permet de facilement, faire des styles CSS sympathiques, factoriser et ainsi de suite. Et puis deuxièmement aussi, c'est ce qui nous permet de pouvoir, pourquoi pas via jQuery, de facilement sélectionner les tags qui nous intéressent. Donc first, c'est le premier, toute collection confondue. Le first child, c'est le premier de chaque groupe de UL. Il va utiliser le premier tag qui a été mis en place à ce niveau-là. Par contre, que vous fassiez first child ou first et que vous mettiez des LI comme ça, ouais, remarque, là, non, j'ai une bêtise, là, il le prend quand même aussi. Il prend le groupe comme ces 2 blocs séparés, il le reprend quand même. Donc, qu'il y ait UL ou pas, ça ne changera pas grand-chose, autant pour moi. Bon, parfait. Donc, on peut sélectionner le premier élément. Bon, on peut récupérer le dernier élément, il y a des last. On peut aussi jouer, vous voyez, sur des notions de lignes paires ou impaires. Alors là, le UL va prendre tout son intérêt aussi. Regardez. Je vais mettre ici even. Donc là, je prends les LI. Autant pour moi, c'est ici, tac, CTRL-R. Il m'a pris les 6. Donc du coup, lui, c'est le premier, lui, c'est le deuxième, lui, c'est le troisième. Donc lui, il est impair, il est coloré. Lui, oui, il est impair. Lui, il est pair, il n'est pas coloré. Lui, il est impair, il est coloré. Le problème, c'est que lui, c'est le quatrième. Donc il n'est pas coloré car il est pair. Lui, il est coloré. Maintenant, si je joue avec ces blocs et si je joue avec les 2 points... alors attendez, là... Ouais, non, plutôt là je réfléchis, mais c'est plutôt comme ça que je vais le faire. Voilà. Regardez, je refais un find ou un child run, et après je prends tous les LI de point even. Bon, là du coup, je vais bien récupérer les impairs de chacune des listes. C'est-à-dire que là, je récupère tous les UL, et pour chacun d'entre eux, je re-rentre, vous voyez, via le find, en réinvoquant le LI de point even. Donc là, ça peut être pratique de travailler comme ça et de découper pour pouvoir justement bien définir les groupes. Donc voilà un exemple concret d'utilisation de la méthode find ou childrun. Là, childrun aurait très très bien marché, étant donné qu'on est fils direct. Ouais. Il y a quand même une petite nuance sur comment il me les colorise. Bon, je réfléchis à cet exemple-là, mais en tout cas, donc voilà, comment on peut sélectionner les éléments. Qu'est-ce qu'on a comme autre sélecteur ? Vous avez la possibilité d'utiliser les crochets. Les crochets, ça permet de sélectionner des éléments qui posséderont soit un attribut, soit une valeur d'attribut. Ici, je vais mettre lui qui va avoir une classe Toto et lui une autre classe Titi. Bon, je n'ai pas défini ces classes de style CSS, on est bien d'accord. Mais pour autant, l'attribut existe au niveau du tag. Ce que je peux faire, c'est rechercher tous les LI. Pourquoi pas? Donc là, si je prends tous les LI, on est d'accord, on a sélectionné tout le monde. Maintenant, je peux dire que les LI qui ont un attribut classe. Là, il n'y en a que 2. Il n'y a que ces 2 éléments-là qui ont un attribut classe. Donc le premier et les 3 derniers ne sont effectivement pas sélectionnés. Ce que vous pouvez aussi dire, c'est que vous voulez qu'il y ait un attribut classe, mais qui plus est, qui soit égal à Toto. C'est-à-dire que là, je filtre sur la valeur de l'attribut. Ça me permet de sélectionner du coup plus que ce nœud-là. Les autres ont été ignorés. Je n'ai que seconde.
Donc parfait. Vous avez le not equal pour tous ceux qui n'auraient pas cette valeur d'attribut. Pourquoi pas? Là, j'imagine utiliser des liens. Le tag A, c'est pour les liens hypertextes. Et l'attribut target permet de définir la fenêtre de destination, la fenêtre d'ouverture de la page demandée dans le lien. Ici, c'est une nouvelle page. Ce que je cherche ici, c'est tous les liens qui renvoient sur une nouvelle page. Et là, tous les liens qui ne renvoient pas vers une nouvelle page. Bon, à partir de là, ici, je reprends certains des éléments que je vous ai montrés dans ces listes de tags et je vous fais voir plus ou moins ce que ça décore avec des exemples qui sont très proches de ce que je viens d'exécuter. Très bien, bon, je les passe rapidement, ça reprend un petit peu tous les éléments qu'on a pu voir. Parfait. Je regarde s'il n'y a pas un exemple intéressant qu'on n'aurait pas considéré pour éventuellement en rediscuter. Mais là, a priori, tout ça, c'est bon. Oui, ça aussi, je peux aussi jouer comme ça. Là, le UL de .first, il sélectionne la première ligne. Sur la première ligne, je mets tous les impairs en couleur. Avec ce texte, oui, on peut imaginer aussi qu'on ait la couleur que je n'ai pas remis dans l'exemple. Et là, c'est pareil, mais sur le dernier, donc, sur le bloc qui est ici. Très bien. Et puis, il faut savoir qu'on a des sélecteurs particuliers pour les formulaires. Alors là, attention, ces sélecteurs-là, ce sont des sélecteurs jQuery. Ils ne fonctionnent pas tous au niveau de CSS, et y compris au niveau de Query Selector All, par exemple. Ils ne vont pas tous fonctionner. Donc ici, vous avez vraiment des choses qui vont vous faciliter la vie au niveau des formulaires, mais qui sont pris en charge exclusivement par jQuery. Alors par exemple, on a le 2.input. Pour comprendre ça, le mieux, c'est de faire un petit exemple avec quelques éléments de formulaire. Donc on va imaginer, on a un tag form, très bien, dedans, je mets des inputs. Je ne vais pas faire en sorte que ce soit joli, je mets mes inputs en vrac à l'intérieur du formulaire. Donc premier input, c'est un input de type texte. Très bien, il a une value, OK. Histoire d'y voir un peu clair, je vais forcer un retour à la ligne après chacun de mes inputs. Bon, il s'avère qu'on a d'autres types d'inputs qui existent, vous les connaissez certainement tous. Password, c'est un champ de saisie de password. Vous avez des nouveaux éléments plutôt, on va dire, HTML5. Par exemple, vous avez le number qui vous permet de pouvoir sélectionner une valeur numérique. Et puis, il faut savoir qu'il n'y a pas que des inputs dans un formulaire. Vous pouvez aussi avoir des tags select. Tag select, c'est pour avoir une liste déroulante. Donc ici, dans un select, je peux avoir des options. First, seconde, pourquoi pas, et puis j'en rajoute, allez, encore un. Ne soyons pas avares, et donc third. Bon, du coup, allez, non, je vais peut-être rajouter un dernier élément quand même, un textoria. Allez, encore deux éléments. C'est pour montrer qu'il y a vraiment d'autres tags de saisie de valeur au niveau d'un formulaire. Un textoria, c'est une zone de saisie multiligne, contrairement à un input de type texte. Donc là, je peux dire que je veux 40 caractères au niveau de mes colonnes et que je veux en row 5 lignes, pourquoi pas. Allez, puis, dernière idée, un button. Alors un button, c'est comme un input type button, parce que c'est vrai qu'on pourrait avoir des inputs ici, ou un input type submit par exemple, mais là on a un tag particulier, je peux mettre mon texte à ce niveau-là. Et je mets les deux, comme ça on pourra observer une petite différence un petit peu plus tard. Là je peux avoir un input type submit, ça c'est un bouton de soumission de formulaire. Voilà, dans ce cas-là je fais value, allez je mets le type dans le nom. Donc ça c'est un submit. Puis on en aurait d'autres qui existent. On a le reset pour réinitialiser un formulaire. Et puis on a le button, qui est un bouton qui ne sert que à JavaScript. C'est-à-dire qu'il ne soumet pas de données au formulaire, il sert juste à rajouter des gestionnaires d'événements pour avoir du code côté client. Impeccable. Bon, ça je passe, normalement il faudrait avoir du style, parce que maintenant le textoria il se définit via du style CSS, mais je passe ces éléments-là. Je vais à l'essentiel, ça reste de la démo.
Et vous voyez, derrière chacun des éléments de mon formulaire, je rajoute un BR. Si je m'arrête là, eh bien, j'ai différents champs. Un champ de saisie de texte, un champ de saisie de password, un champ de saisie de valeur numérique, pourquoi pas, une liste déroulante, une zone de saisie multiligne. Notez que les zones de saisie multiligne, vous pouvez toujours, avec le gripper ici, les retailler. Alors à moins que ça ait été retiré par programmation, mais sinon par défaut c'est activé. Vous avez ici un bouton de soumission. Alors comme j'ai soumis le formulaire au serveur, vous voyez ça clignote ici. Si vous regardez bien, je suis retourné au serveur. Bon, sauf que j'ai pas de serveur, donc pour le moment le formulaire s'est réinitialisé. Et puis après on avait un bouton reset, un bouton JavaScript et le tag button ici, pourquoi pas. Maintenant, avec ce qu'on sait déjà faire, dans l'état actuel des choses, je pourrais avoir une sélection qui va travailler sur les inputs. Et je pourrais dire, voilà, si j'ai des inputs, je vais changer leurs caractéristiques CSS et encore une fois, remettre la color à red. Bon, ça on commence à en avoir l'habitude. La question c'est qu'est-ce qui va être colorisé? Regardez, j'ai certains éléments qui ont été colorisés, mais pas tous. Pourquoi? Parce que ça, c'est un tag button. Ça, c'est un tag textrea. Ça, c'est un tag select. Ces tags-là, n'étant pas des inputs, ils n'ont pas été retenus par ma sélection. Seuls les tags vraiment introduits en tant qu'input ont été sélectionnés. Alors, en quoi jQuery va m'aider? Parce qu'il me fournit notamment le 2.input. Le 2.input, lui, il va dire je récupère l'intégralité de tous les champs de saisie de mon formulaire. Donc, y compris ma liste déroulante, ma zone de saisie multiligne et mon composant button à ce niveau-là. Alors après, il y en a d'autres qui existent. Bon, 2.text, c'est tous les champs de saisie texte. 2.password, vous aurez deviné. 2.button, alors il y a une petite nuance à bien voir sur le 2.button. Je sauvegarde. Là, on pourrait dire que j'ai 4 boutons. Le submit, le reset, le button et celui-ci. Eh bien, regardez, il n'y en a que 2 qui ont été retenus. C'est soit le tag button, soit l'input type button. D'accord? Par contre, le submit et le reset ne font pas partie de la sélection. Alors après, si je les veux tous, je peux quand même m'en sortir, mais il faudrait le faire différemment. C'est-à-dire que là, je fais 2.button pour me simplifier un petit peu la vie, et puis pourquoi pas. Après, si je veux, on pourrait tout à fait envisager, dire je veux les inputs qui auraient comme type submit, par exemple. Et je pourrais encore rajouter les resets. Mais là, du coup, il faut que je le rajoute explicitement dans la liste. Je sélectionne ces éléments-là et ces éléments-là. Bon, pourquoi pas. Vous avez encore quelques autres possibilités, donc tout ce qui est case à cocher. Mais là, vous avez les cases à cocher rondes, les radio buttons. Et ici, vous avez la case à cocher carrée, les checkbox. La différence, c'est qu'un radio button dans un groupe, il ne peut y en avoir qu'un seul sélectionné à un instant T. Si vous en sélectionnez un autre, ça désélectionne le premier. Tandis que dans une liste de checkbox, on peut en cocher autant qu'on veut. Vous avez cette possibilité-là qui me permet de récupérer tous les éléments qui sont checkés. Donc notamment, pourquoi pas des checkbox. Et là, vous avez tous les éléments qui seraient sélectionnés, pourquoi pas dans une liste. Bon, toujours pareil, derrière, là sur les diapositives qui suivent, vous avez quelques petits exemples qui vous montrent ce que ça peut donner en termes d'éléments sélectionnés par rapport à l'exemple qui vous est proposé. Donc ici, je reviens sur le 2.button qui ne sélectionne pas tout le monde. Bon, voilà grosso modo les principaux éléments qui sont mis à votre disposition pour pouvoir faire de la sélection au niveau de jQuery. Donc, en synthèse, on a pas mal de possibilités. Ça s'appuie principalement sur les définitions CSS de base. L'idée géniale a été de dire on sait déjà sélectionner des éléments dans CSS, on va les réutiliser en JavaScript. Il faut savoir que donc jQuery, à l'époque où il est apparu, on n'avait pas grand-chose hormis le document.getElementById et le document.getElements
by tag name. Bon, ben, par la suite, jQuery ayant fait ses preuves, on a réinjecté directement au niveau du DOM des méthodes équivalentes à ces possibilités-là, et donc notamment le getElementByClassName, qui revient à sélectionner tous ceux qui ont la même classe, hein, bien entendu, et puis bien entendu le querySelector et le querySelectorAll. Notez, on a quelques spécificités qui sont propres à la gestion des formulaires et que vous pouvez utiliser pour la manipulation de vos formulaires. Donc voilà qui clôt ce que je voulais vous montrer au niveau de ce chapitre dédié à la sélection. Et donc dans le prochain tuto, ce qu'on va voir maintenant, c'est quelles sont les fonctionnalités que jQuery met à notre disposition pour permettre la manipulation du DOM. Alors on connaît déjà 2-3 petites choses, hein, notamment la méthode texte, mais on verra, hein, il y a plein d'autres méthodes qui peuvent être utilisées et qui vous permettent de modifier le contenu de votre page par rapport aux éléments que vous aurez sélectionnés. Donc je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à très vite pour le prochain tuto.